Alors, je vous le disais tout à l'heure que les experts des Nations Unies avaient donc rendu leur rapport final, notamment sur la question de l'insécurité, surtout l'implication des uns et des autres au niveau de la région. En tout cas, ce rapport qui avait déjà fuité depuis plusieurs mois maintenant, certains, en tout cas, points étaient déjà connu du grand public, notamment concernant la partie est de la République démocratique du Congo. Pour la énième fois, les experts des Nations Unies ont donc démontré l'implication et la collaboration étroite entre les FARDC et les FDLR. Pour comprendre quelques points saillants de ce rapport, je reçois Albert Roudatsimbourgois. Il est journaliste et analyste politique, connaisseur fin de la région des Grands Lacs. Bienvenue Albert. Merci. Voilà, et déjà pour commencer, vous suivez de près la question ou les questions en rapport avec la sécurité au niveau de la région. Albert, le rapport revient notamment sur la collaboration entre les FDLR et les FARDC. On doit dire finalement qu'il y a du nouveau, et s'il y a du nouveau, qu'est-ce qu'on en fait déjà? Parce qu'on connaissait déjà cette histoire. Il faut quand même, je crois qu'il faut mettre dans un certain contexte et peut-être aussi les gens, aussi pour chaque fois, on va le répéter, mais ce ne sera pas la dernière fois. En fait, il y a un rapport final qui se donne chaque fois au mois vers l'été, juin, juillet, et un intermédiaire à la fin de l'année. Donc là, on est de nouveau dans l'intermédiaire. Dans l'intermédiaire. Voilà. Mais donc, c'est quelque chose qui a été, ça fait depuis un peu après le commencement de la MONUSCO, en fait, de la MONUC à l'époque. Ouais. Donc, et il y a toujours de ces petites fuites qui viennent un peu avant, etc. Mais si, justement, pour dire que, en fait, il y a des choses qu'on retrouve ici qui étaient déjà, en fait... Qu'on connaissait déjà au mois de juin, exact, qui reviennent aujourd'hui, voilà, qu'on connaissait déjà au mois de... Ça veut dire qu'il y a peut-être un peu plus profondément, mais je crois qu'il y a toutes ces choses-là, je dirais, bon, je dirais que c'est à géométrie variable, parce que c'est comme si maintenant, on a trop dit qu'il y a une collaboration avec le FDLR, que maintenant les experts ne pouvaient pas ne pas le reconnaître, de telle façon. Sinon, ça les décrédibilise encore plus. Il ne faut pas oublier que la toute première équipe, d'ailleurs, pour bien centrer bien les choses, c'est que la toute première équipe avait été immédiatement décrédibilisée parce que leur chef, c'était de l'équipe des experts, c'est Steve Hague, qui lui-même était un type pro-FDLR, qui faisait de l'advocacy, comme on dit en anglais. L'apologie. Et du support pour le FDLR. Au moment d'ailleurs où on a commencé à le dénoncer, j'étais parmi ces gens-là à l'époque, on écrivait plein de choses, etc. Je me rappelle que lui, à ce moment-là, il avait essayé d'enlever tout ce qu'il avait mis sur Internet qui justifiait pourquoi il fallait aider les FDLR. Donc, je dirais qu'il y a carrément une culture pro-FDLR déjà qui a été, en fait, héritée d'équipe en équipe. Alors, surtout que maintenant, ceux qui ont repris les grandes thèses de Steve Hague, je sais que tout ça a l'air un peu loufoque dans tout ce que je vais... parce qu'on est dans les nouvelles, mais en fait, vraiment, la réalité, il y a des gens comme Jason Stearns, Christophe Vogel, etc., qui font l'apologie vraiment des FDLR et qui rendent plutôt les victimes des gens du FDLR pratiquement comme étant pratiquement les gens qui sont la cause même de leur problème. Donc aujourd'hui, pour répondre maintenant à cette question, voilà, il confirme un peu plus, mais donc ce qui veut dire qu'il
il y a encore plus de questions que le Rwanda doit se poser. Parce que si eux le savent, toutes ces puissances internationales, comme les Avec États-Unis... tous les moyens, toute la logistique, comment ne peuvent pas savoir autant que les autres en savent? En fait, ils le savent. Maintenant, la vraie question, imaginez-vous 2 secondes, si en 1945, pratiquement avec l'avancée des troupes bolcheviques sur l'Allemagne nazie, et qu'à ce moment-là, parmi les Alliés, ils en auraient laissé passer quelques-uns en Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine qui est une région frontalière avec l'Allemagne et la France, qui parle aussi allemand, et qu'il y aurait eu des nazis qui auraient continué à faire un groupe armé nazi en Alsace-Lorraine. Est-ce qu'en 1945, 30 ans plus tard, jusqu'en 1975, est-ce que ça aurait été permis en Europe? Non. Mais ici, les génocidaires dont la France a trouvé une porte de sortie vers le Zaïre en 1994, qui sont devenus les FDLR et qui sont là depuis 30 ans. Et tout le monde le sait, et personne ne bouge. Alors Albert, déjà, dans les images, nous avions déjà on voyait défiler le communiqué que le gouvernement du Rwanda avait rendu public déjà à l'époque, à la publication du rapport final, mais dont les réactions du gouvernement du Rwanda ont toujours leur valeur à ce jour. Est-ce que c'est que le gouvernement du Rwanda dénonçait déjà à l'époque, lorsque ce rapport était sorti l'année dernière, avant ce midterm, comme on le disait, le Rwanda a-t-il des raisons encore plus de se méfier, mais sinon encore de renforcer les mesures sécuritaires au niveau de la frontière, puisque ce qui a été dit au mois de juin l'année passée revient encore dans ce midterm au mois de fin décembre. Absolument. Ce que vous dites là est très pertinent. Donc, il ne faut pas oublier que bon, les FDLR, c'est ceux qui ont pris le flambeau des génocidaires qui ont pu s'échapper au Zaïre, qui est devenu le Congo. Ça fait 30 ans qu'ils sont là-dedans. Mais cette année-ci, par exemple, les FDLR est encore mieux équipés que l'année passée, parce que maintenant, ils sont vraiment une auxiliaire importante, enfin, un auxiliaire important de l'armée du Congo. Donc, c'est vraiment... Des FARDC. Des FARDC. Donc, je veux dire, l'équipement qu'ils ont aujourd'hui, Or, en 1996, quand le Rwanda... Donc, 1996, c'est 2 ans après la fin de la guerre et du génocide. Pendant 2 ans, ces gens étaient au Zaïre. Pendant 2 ans, ils étaient à la frontière. Et ils commettaient des actes de terrorisme. Ils continuaient à vouloir causer de l'insécurité au Rwanda pendant 2 ans, entre 1995 et 1996. Et pendant 2 ans, le Rwanda demandait à la communauté internationale de désarmer ces gens. Personne ne l'a fait. C'est à ce moment-là que le Rwanda, avec des opposants à Mobutu, ont fait la FDL et qu'ils ont commencé à cette attaque qui a pris 8 mois pour avaler le Zaïre. Donc ça, c'était en 1996. Entre-temps, après ça, il y a eu des mouvements comme le CNDP avec Laurent Nkunda et puis le M23 et la RCD entre-temps, ce qui veut dire, ça c'est après 1996, qui ont fait en fait que ils sont devenus pratiquement toute une région tampon qui fasse que les FDLR n'ont jamais pu attaquer le Rwanda en direct. Donc c'est très important aujourd'hui que le Rwanda tire encore la sonnette d'alarme de dire mais ils sont encore plus équipés qu'avant. Donc ce qui veut dire que si le M23 était vaincu et qu'il y avait une brèche qui passait, c'est le Rwanda qui serait directement la prochaine victime des FDLR. Et vous parlez du M23, ce rapport également n'y est pas allé par le dos de la cuillère, également en dénonçant, en parlant du soutien que le M23 aurait de la part du Rwanda. Vous pensez qu'ils ont les preuves pour étayer leurs accusations? Pas du tout, pas du tout. Mais quand bien même, je vais d'abord commencer par ce qui est le plus fâcheux peut-être. Je veux dire, tout ce que je viens de dire, c'est encore plus de raisons pourquoi, en fait, le Rwanda devrait pratiquement vraiment s'afficher clairement là-dessus. Mais ce n'est pas ça, ils ne sont pas là parce que le Rwanda est aussi conscient de
de toutes les relations internationales entre pays, etc. C'est pas comme ça, c'est pas parce que votre ennemi est là-bas en face que vous allez aller dans le pays de votre ennemi comme ça. Donc le Rwanda n'est pas là-dessus. D'ailleurs, mais depuis 20 ans, mais encore plus ces dernières années, c'est que ces experts, en fait, quelle est leur méthodologie même? Parce que c'est ça qu'il faudrait même vous demander. La plupart du temps, les pièces qu'ils mettent sur la table, c'est souvent des pièces qui sont données par l'ANR, l'Agence nationale des renseignements du Congo. Évidemment, je veux dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, ils n'étaient pas encore aussi bons qu'aujourd'hui, ils vous trouvaient soi-disant des cartes d'immatriculation, d'identité, faisant preuve qu'il faisait partie du RDF, avec Minister of Defense qui écrit en français et pas en anglais, toutes des histoires comme ça. Il y a plein d'histoires. Et puis, vous savez, quand un expert vous dit qu'on a été sur le terrain, et qu'on est tombé sur un papier où il y a une liste de gens avec qui tous les soldats du FPR, du RDF. Qui sont... Je veux dire, c'est tellement rocambolesque que ce ne sont pas des éléments qui tiennent la route. Alors, Albert, c'est vrai, on parle du M23. Le M23 semble, en tout cas, où la tension, que ce soit au niveau national, au Congo et même à l'extérieur, on semble focaliser toute l'attention sur le M23. Mais ce rapport parle également de la situation sécuritaire dans le Mai-Ndombe, à quelques encablures de Kinshasa. Il parle de la situation en Ituri. Déjà, si déjà les Nations Unies eux-mêmes démontrent qu'il y a une situation presque généralisée d'insécurité, pourquoi, selon vous, c'est le M23 qui puisse retenir l'attention? C'est parce que c'est le plus important ou ce sont les autres provinces les moins importantes pour eux? Non, je crois qu'il y a une volonté politique depuis 30 ans de vouloir essayer de mettre sur le dos, sur ceux qui ont à un certain moment été les victimes, de vouloir les transformer en bourreaux. Ça veut dire qu'on voudrait faire croire que c'est le M23 qui est là. Un problème là-bas, mais si on allait vraiment sur place, moi j'ai été sur place et d'autres ont été sur place, à part que ça n'arrive pas dans les grands... On n'a pas, je dirais, des experts, ni des grands journaux, ni des grands médias qui vont... Parce qu'avant, c'était comme ça. Quand il y a un conflit, on va dans les deux côtés. Mais la dernière fois, j'ai vu aller des gens chez Laurent Nkunda, mais au M23, il n'y a personne qui va dans les zones M23. Or, quand vous allez dans les zones M23, c'est les zones, en fait, qui sont le plus en paix que n'importe où au Congo. Je veux dire, où les gens vivent une vie normale. Ça, ce sont les zones administrées par les M23. Mais donc, il y a cette idée qu'absolument, ça empêche de dormir certaines personnes de voir que... parce que pendant qu'on parle du M23, on ne parle pas de tout, je dirais, l'exercice de nettoyage ethnique que systématiquement les FDLR avec Kinshasa ont fait dans le Massissi. Par exemple, parmi déjà les reproches que le gouvernement du Rwanda dans son communiqué, déjà à l'époque, qu'on voyait défiler, il dénonçait déjà le silence sur le nettoyage ethnique. Absolument. Déjà, nous sommes quand même devant des experts des Nations Unies, avec le Never Again. Tout ça, le plus jamais, c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour les Nations Unies. Comment comprendre que d'une part, ils dénoncent certaines atrocités et d'autre part, silence radio sur... C'est systématique. C'est comme si le fait qu'ils ont été tellement... Ça a été tellement choquant. Enfin, moi, c'est une conclusion que je me fais pour moi-même et que je partage quand on me le demande. Mais le fait que ce qui s'est passé ici en 1994 est tellement flagrant, est tellement fort que ça les ennuie que des gens... C'est comme si aujourd'hui, on ne veut pas continuer à vouloir aller dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que de tout temps quand même, la France est, comme on dit, le penholder de tout ce qui se passe dans ce genre de choses ici. À l'époque déjà, Turquoise, ce n'était pas de l'humanitaire, c'était une façon, l'opération Turquoise de la France. La France fait partie du Conseil de sécurité. Quand il s'agit d'ici, il y a une façon de ne pas vouloir continuer à faire croire que, soi-disant, les rwandophones, ce sont les victimes, et les Tutsis en particulier. Donc,
toute cette idée revient tout le temps. Et donc, ici, c'est tellement flagrant de voir que pendant maintenant, toutes ces 2 dernières années, toutes les actions qu'on a fait contre, je dis parce que les quelques médias ont parlé de cas de cannibalisme, on tue les gens, on brûle les gens, pour ce qu'ils sont, pour leur faciès. Voilà. Alors peut-être pour terminer aussi, Oui. un mot, c'est un rapport qui arrive, nous avons juste 40 secondes. Comment comprendre que c'est un rapport qui arrive et qui n'a rien cité sur les efforts de la région, notamment l'EAC? Ah oui. C'est un sabotage? Ça, c'est un sabotage. Ça veut dire que, en fait, on parle du bout des lèvres comme ça, qu'on soutient les Africains, mais non, ça c'est du boycott. Ça c'est du boycott, de ne pas parler, justement, de ne pas au moins parler des efforts des Africains et du boycott de Kinshasa, de ces efforts. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la personne qui empêche tous les Luanda ou Nairobi, c'est Kinshasa et Tshisekedi. Merci beaucoup Albert Rudatsimbourgois. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique, connaisseur fin donc, de la région des Grands Lacs et de l'Afrique de manière générale. Merci beaucoup d'être passé dans le studio.